Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Évasion, la nouveauté 2024 de J'ai l'œil du tigre. Ainsi, lors de ces épisodes Évasion, je vous emmène en croisière symbolique où j'explore un thème, une tendance, une destination inconnue qui peut nous inspirer dans nos métiers en solo ou avec des invités. Nous voyagerons dans le monde des musées en France et ailleurs à l'occasion en francophonie, en Outre-mer, en Suisse, en Belgique, au Québec et en Afrique, là où le podcast est aussi écouté pour mon plus grand bonheur. Et j'espère encore davantage cette année 2024. Aujourd'hui, je ne suis pas seule justement pour ce voyage, je suis accompagnée de Mathilde Bonnet, médiatrice et chargée de pédagogie au zoo de Bordeaux-Pessac depuis 2023, après 5 années passées en musée, CCSTI et structures diverses de médiation scientifique. Avec Mathilde, nous allons donc explorer les zoos et les parcs zoologiques dans leur pratique de l'exposition, de la muséographie et aussi de la médiation. Ils peuvent en effet nous inspirer avec leur particularité d'exposer du vivant, mais aussi de sensibiliser leurs visiteurs aux enjeux environnementaux. Si exposer du vivant peut être critiqué, comme pour certains spécimens dans les muséums, Mathilde nous aide à découvrir les zoos et ses parcs avec un nouveau regard, plus muséal, sociétal, écologique et aussi muséographique évidemment. Au menu entre autres, qu'est-ce qu'un zoo et un parc zoologique ? Existe-t-il une différence d'ailleurs ? Quelles sont leurs missions ? On y découvrira la curieuse notion de collection. Comment y fait-on de l'exposition et de la muséographie ? Quelles inspirations pour les musées et nos pratiques, notamment au zoo de Bordeaux-Pessac ? Je vous laisse découvrir notre conversation Évasion. À tout de suite. Bonjour Mathilde, bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre pour un nouvel épisode Évasion, la nouveauté 2024. Donc c'est la deuxième fois que tu viens partager ton expérience sur le podcast. La dernière fois c'était avec tes collègues médiatrices Lucie et Olivia et vous nous avez parlé de chariots pédagogiques, donc c'était l'épisode numéro 87. Alors Mathilde, comment vas-tu aujourd'hui et de quoi allons-nous parler cette fois-ci ? Bonjour Claire, alors ça va très bien, je suis en pleine croisière, là on le voit pas, mais c'est comme si j'étais en plein voyage de rejoindre à nouveau le podcast J'ai l'œil du tigre. Aujourd'hui on va parler de la muséographie dans les parcs zoologiques, donc une petite évasion avec les animaux, on va parler de médiation, de scénographie et encore beaucoup de choses. Oui, complètement. J'avais trouvé ta proposition extrêmement intéressante pour aller voir au-delà du musée et ce qu'on fait en termes de muséographie dans les zoos et les parcs animaliers que les auditeurs de J'ai l'œil du tigre connaissent peut-être un peu moins. Il y a aussi pas mal de préjugés aussi sur ces lieux et on va un peu les décrypter et puis on va voir un peu comment on y travaille concrètement un peu en coulisses avec toi. Et c'est d'autant plus intéressant parce que je travaille souvent pour ce type de lieux, que ça soit des aquariums ou des centres de soins, et Nausicaa, etc., et mes fameux petits centres de soins de tortues marines. Et du coup, j'ai hâte de m'immerger dans le zoo de Bordeaux-Pessac avec toi aujourd'hui. Alors, avant de démarrer notre conversation, j'avais envie, Mathilde, de te poser une nouvelle question en 2024. Donc, tu as déjà répondu à cette question au numéro 100 de J'ai l'œil du tigre. Mais dis-nous quand même à nouveau, quelle est ta prédiction pour le musée 2024 ? Quel horoscope, quelle tendance à suivre d'après toi pour les musées cette année ? Alors, mon mot de l'année 2024, ça serait vraiment le mot interconnexion. Ce mot qui peut être un peu
passe-partout ou valise ou un peu compliqué parfois. Pour moi, l'interconnexion, c'est vraiment se rendre compte que tout est connecté et que 2024 sera l'année, où on va, revenir un peu à cette connexion au vivant, à prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous, les animaux, les végétaux, mais aussi de le mettre au centre, finalement de notre passion, de notre métier, de notre profession et de le remettre un peu au cœur de nos démarches. Je sais que tu vas en parler, mais ça passera par l'éco-conception, des outils qu'on va utiliser, mais aussi par le discours qu'on a, auprès des visiteurs, des visiteuses et au message finalement qu'on veut passer, avec notre métier. Donc vraiment inclure notre rapport à l'environnement, voilà, au cœur de tout ce qu'on fait au quotidien finalement. Oui, tout ce qu'on fait au quotidien et puis pas de faire du greenwashing, hein, de vraiment assumer ce Mmh. parti pris, que ça soit dans les discours, dans nos pratiques, jusqu'aux petites impressions qu'on fait au quotidien dans nos bureaux ou le nombre de mails qu'on envoie par jour. Voilà, tout, chaque geste compte et chaque parole aussi. Alors, première question que je voulais te poser justement, Mathilde, dans ce podcast Évasion. Pourquoi créer de la muséographie et de la médiation dans ces lieux différents du musée, zoo et parc? Et d'ailleurs, si tu peux nous dire s'il y a une différence entre les deux, ça serait bien, ça nous éclairerait. Alors c'est vrai on entend beaucoup parfois des mots différents pour parler des parcs zoologiques. Donc déjà, il y a ce premier mot parc zoologique, mais il y a le mot zoo, il y a le mot parc animalier. En réalité, il n'y a pas de réelle différence entre ces lieux. La différence, ça va être plutôt du côté du visiteur-visiteuse et de ce que nous, on imagine par rapport à ce mot-là. C'est vrai que le mot zoo, parfois, a une connotation négative dans notre tête, mais en fait, parc zoologique ou zoo, c'est exactement la même chose. C'est un endroit qui accueille des animaux et qui a plusieurs missions. Tu le disais dans ton introduction, parfois, on est un peu éloigné des parcs zoologiques, des zoos, on ne connaît pas trop à quoi ça sert et on sait encore moins qu'il y a de la muséographie finalement et de la Oui, médiation dans ces endroits. Mais c'est vrai qu'un parc zoologique, ça a en fait les mêmes missions qu'un musée. C'est pourtant assez éloigné. Il y a quelques petites choses différentes, mais les missions sont les mêmes. Ça va être eh bien, l'éducation déjà, la recherche et la conservation. Donc ce sont les 3 ok. missions clés. Donc c'est des animaux, qui sont vivants, mais il faut savoir qu'il y a des projets de recherche qui sont menés sur ces animaux. Il y a de la conservation des espèces animales, heu, notamment les animaux, qui sont, voilà, menacés et aussi, eh bien, l'éducation à la conservation et à la protection de la biodiversité qui est une mission clé. Et à l'heure Mhm. actuelle, une autre mission est ajoutée, à des échelles différentes en fonction, des zoos, mais ça va être le bien-être animal. D'accord, le bien-être animal. Et puis si on rajoute aussi la quatrième mission du musée, c'est la mission d'exposition, Mmh. chose qu'on peut aussi trouver dans les zoos et parcs animaliers. Exactement. On va en parler après, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie, dans la partie, éducation, il y a une grande partie de pédagogie qui passe par des supports ludiques, des visites, enfin voilà, plein de choses. Oui, en fonction des cibles de ces lieux-là qui sont souvent les familles. Exactement. Oui, donc aux autres Pessac, les publics cibles, ce sont lesquels? Tous les publics. De par notre essence même, on touche un public qui est extrêmement large. À la différence parfois, voilà, des musées, nous, en fait, on touche tout le monde, que ça soit les familles avec enfants, sans enfants, les personnes âgées, les groupes en situation de handicap. On touche vraiment tout le monde de par le fait qu'on ait des animaux, vivants et qu'on soit un lieu ouvert, accessible à tous et à toutes. Donc on n'a pas réellement de public cible. Tout le monde est notre public cible en fait en parc zoologique. Et c'est un atout qu'on a énormément. Ok, d'accord. Donc là, maintenant qu'on voit un petit peu ce que se cache derrière le terme zoo, parc animalier, etc., les missions, notamment celles qui sont faites chez toi, pourquoi créer de la muséographie et de la médiation dans ces lieux qui sont autres que les musées, mais finalement très proches? Exactement, ils sont très proches et comme je le disais, l'éducation, c'est une de nos missions principales, en plus de nos autres missions. Donc c'est ce qu'on veut faire et c'est vraiment
ce qu'on a envie de montrer. C'est vrai que parfois, les parcs zoologiques, on les appelle les musées vivants. Souvent, on entend ça, et c'est vrai que ça a lieu d'être puisque les missions sont communes, notamment pour parler des animaux. Nous, ici, on a un responsable des collections, donc la personne qui s'occupe, qui est chargée de l'acquisition et de la cession des espèces présentées au sein des parcs, s'appelle un ou une responsable des collections, comme dans les musées. Oui, c'est marrant oui, c'est marrant le vocabulaire. Ok, ok. Il y a des prés Ouais, aussi, des convoiements. exactement. Oui, d'accord. Ok. Similarité dans le vocabulaire. Exact. Et similarité, du coup, dans la façon de fonctionner. Donc, faire de la muséographie, de la pédagogie, pour rendre accessible à tous et à toutes la compréhension de la biodiversité et l'envie, à leur tour, pour les visiteurs et les visiteuses, de la protéger. C'est vrai que moi, j'avais vu des travaux de sociologie qui étaient ultra intéressants, qui avaient été faits au Zoo de Chester avec Andrew Moss et le département de Mhm. sociologie de l'université de Warwick, qui en fait voulait démontrer l'impact des projets éducatifs sur les visiteurs en zoo. Ah, Donc un peu essayer de quantifier notre mission. Est-ce qu'il y a des effets à long terme, par exemple? Et ils se sont rendus compte que ça soit juste après la visite en zoo ou jusqu'à 2 ans après cette visite, pour les visiteurs et les visiteuses, il y a une augmentation de la compréhension de ce que c'est la biodiversité, mais aussi une augmentation de la compréhension des actions qui visent à la préserver. Et d'accord. donc, ça montre bien que notre impact, il est réel et qu'on arrive bien voilà, à faire cette mission essentielle qui est l'éducation à la conservation au sein de nos parcs. D'accord. Peut-être même de manière plus efficace que dans une exposition qu'on pourrait visiter dans un muséum ou un centre des sciences, finalement, sur des thèmes assez similaires. Exactement. Bon, ça, on va peut-être en reparler, mais c'est vrai que le fait d'avoir des animaux vivants, il va tout de suite y avoir un lien émotionnel qui se crée, et ça, c'est une porte d'entrée pour que la pédagogie, pardon, soit bien plus simple et que les messages soient bien plus faciles aussi à faire passer. Ok, donc du coup, pour toi, avoir de la muséographie et de la médiation dans ces lieux différents du musée, c'est vraiment nécessaire à la réalisation de sa mission, notamment pédagogique. Et est-ce que tu peux nous dire, donc en deuxième question, comment faire de la muséographie et de la médiation avec des spécimens vivants, parce que c'est quand même assez particulier, donc dans ces sites différents des musées, comment on fait de la muséo? Toi qui as connu les deux pans à Cap Science, au Muséum de Bordeaux, c'est quoi la différence maintenant que tu travailles dans un zoo? C'est vrai que j'ai eu beaucoup l'habitude de travailler avec les animaux morts, qui étaient empaillés ou naturalisés, donc Oui, tout de suite plus de ou voir... moins effrayant. Oui, Voilà, c'est ça. Donc d'avoir la différence avec les animaux vivants, on le voit tout de suite en fait. Comme je disais, c'est vraiment une porte d'entrée au message éducatif qu'on a envie de faire passer. Les visiteurs et visiteuses vont avoir directement un lien avec l'individu qu'ils voient. Ils vont prendre le temps de l'observer, de connaître son histoire, de connaître l'espèce qu'il représente. Donc il va y avoir aussi vraiment une connexion avec l'individu en lui-même. Je sais pas, avec Rorek, notre élan, avec Eric, notre porc-épic, avec Elina et Elisa, nos girafes. Et donc ça, tout de suite, le message derrière, il va être bien plus simple à faire passer. Et on peut toucher comme ça beaucoup plus de public. Ça, l'animal vivant, en fait, il va vraiment s'adresser à la sensibilité émotionnelle de la personne, ce que peine Mhm. parfois à faire un outil inerte. Euh, Oui. Moi-même, quand je visite, je sais pas, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux et que je vois une statue en bronze, j'ai un peu de mal à ce que ma sensibilité émotionnelle soit titillée, quoi. Oui, oui, oui. Même s'il s'appelle Eric ou Janine, c'est vrai qu'en effet, le lien, la proximité qu'on va avoir, pas forcément l'identification, mais on va créer en fait une proximité avec cet individu en fait qu'on rencontre. Il y a vraiment une vraie rencontre qui se fait. Exactement, le mot est super bien choisi. Nous, aux Eaux de Bordeaux-Pessac, notre visite, elle se base vraiment sur l'émotion. Notre expérience visiteur est tournée vers les émotions que l'on va ressentir en observant les animaux, en prenant le temps de les regarder, de connaître leur histoire. Et c'est vraiment ça aussi qu'on veut faire passer, c'est l'émotion de l'animal vivant.
et de son espèce, ses menaces et du coup enchaîner sur l'éducation à la conservation. Qu'est-ce que nous, on peut faire au quotidien pour protéger cet animal, cet individu et donc son espèce. Oui, parce que j'imagine que au-delà des outils, on en parlera des différents outils de médiation qu'on peut retrouver dans les zoos et les parcs animaliers, mais c'est surtout voilà, c'est quand même assez décrié d'avoir des animaux entre guillemets enfermés. On sait que que ça soit même les muséums avec les spécimens empaillés ou maintenant les parcs zoologiques, etc. De plus en plus de public se pose la question de la nécessité de laisser enfermer des animaux. J'imagine que dans les discours, c'est très important et qu'il y a aussi une éducation au bien-être animal à faire aussi. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement? Parce qu'on a quand même un gros, c'est assez lourd hein, comme Mhm. préjugé qu'on peut avoir sur ces lieux-là. Oui, c'est sûr, mais c'est comme le mot, on le disait avant, mais le mot zoo qui a une connotation parfois un peu péjorative dans notre tête. Donc effectivement, c'est aussi dû à une méconnaissance du rôle des zoos. Les rôles des zoos n'étaient pas les mêmes il y a 50 ans, 20 ans et à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il y a vraiment une notion de conservation des espèces, donc des espèces menacées, avec notamment par exemple des programmes d'élevage européens pour aider à renforcer les populations, voire à long terme à réintroduire des individus. Donc ça va permettre sur des animaux qui sont voilà, qui font partie d'espèces gravement menacées, eh ben d'aider à la survie en fait de cette espèce. Donc la conservation des espèces, c'est vraiment une mission principale des zoos qu'on oublie souvent et qui est encore plus forte à l'heure actuelle quand on voit ce qui se passe autour de nous au quotidien. Et tu en parlais justement, il y a parfois des problèmes éthiques qui se posent une fois qu'on comprend qu'il y a une nécessité d'avoir des parcs zoologiques pour la conservation des espèces. On se dit bien aussi qu'il y a une manière d'utiliser, entre guillemets, cet outil pour éduquer à la conservation des espèces. Donc les animaux, c'est super, ça suscite l'émerveillement, c'est une porte d'entrée pour faire passer nos messages pédagogiques, mais il faut bien faire attention à ne pas les utiliser comme des animaux objets avec des spectacles, des nourrissages, la course à avoir des bébés animaux pour attirer le plus de public possible. Il faut bien les remettre voilà, sur là où ils sont en fait et faire du bien-être des animaux une priorité aussi. Avec des règles simples hein, dans les parcs zoologiques, mais ne pas vouloir caresser les animaux, bien sûr ne pas Mhm. leur donner à manger, faire attention à ne pas faire trop de bruit, à ne pas les déranger en fait. Donc ce bien-être-là, il s'intègre dans le bien-être des animaux, mais aussi dans un bien-être global, que ça soit celui de la planète, des visiteurs et des visiteuses aussi, et des salariés en fait. Ok, ok. Et ça, justement, ce comportement-là pour le bien-être animal, est-ce que les visiteurs, c'est assez induit lorsqu'ils viennent ou est-ce que vous avez mis en place certains affichages, certains dispositifs de médiation pour qu'ils aient ce comportement voilà, bienveillant et bien traitant? Alors c'est vrai que on s'en est rendu compte, moi en tout cas en tant que visiteuse de parcs zoologiques et même en ayant travaillé dans plusieurs endroits, en fait on se rend compte que aujourd'hui les personnes ont un intérêt beaucoup plus fort pour le bien-être des animaux. On se rend bien plus compte de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et même dans le quotidien en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus associé voilà, aux bonnes pratiques, on va dire. Donc c'est vrai que les personnes qui viennent visiter les parcs zoologiques savent de mieux en mieux, en fait, même avant de venir, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Après, c'est vrai que dans le parc, effectivement, on a des signalisations, des panneaux. Il y a des personnes aussi, les soigneurs, soigneuses qui sont là et qui veillent au respect de ces bonnes consignes. Mais c'est vrai que les personnes, en fait, sont déjà de plus en plus sensibilisées avant de venir dans les parcs. D'accord, ok. Ok, donc pas besoin d'avoir des multiples interdictions. Voilà, les personnes ils sont déjà conquises dans ce discours-là. Ok. Et tu me parlais en coulisses d'un projet Lyon. Peut-être qu'on peut prendre ce cas-là pour que tu nous dises comment faire de la muséographie et de la médiation avec des spécimens vivants. C'est peut-être un bel exemple, non?
Exactement. Alors ce projet Lyon, j'y travaille depuis quelques mois, maintenant. Ça me permet du coup de parler un petit peu des contraintes qui sont liées à la muséographie en parc zoologique. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'espace d'exposition vraiment entre 4 murs, bien agencés, avec un sol droit et cetera. Nous, c'est un peu plus compliqué. Le terrain de jeu, en fait, il est immense puisqu'on peut investir tout le parc zoologique avec, vraiment des idées créatives, à n'en plus finir. Donc c'est vrai que cette muséographie-là, il faut qu'elle soit adaptée. Notamment, bah, c'est tout bête, hein, mais le fait que la muséographie, elle est en extérieur, dans des lieux qui sont ni protégés ni couverts, où il y a une dégradation parfois par les visiteurs, mais surtout avec les UV en fait. Donc ça, Oui, les il faut y penser. intempéries, voilà, on est vraiment en plein air. Exactement. Donc c'est un peu du plein air et il faut voir comment s'intégrer à ça. Le fait que le sol pardon, ne soit pas droit, que voilà, que c'est pas des murs tout beaux, tout propres. Il faut un petit peu investir tous ces lieux-là. Donc c'est vrai que le projet Lyon, c'est comme ça qu'il a été pensé. On a plusieurs félins dans le parc. On a la famille de jaguars, les tigres, le guépard et donc les lions qui vont revenir. Et le but, c'était de créer un espace pédagogique qui est entouré justement par différents enclos et de se nourrir de ces individus vivants pour y mettre de la pédagogie autour des félins. Donc ça, c'est une muséographie en fait qu'on pourrait retrouver aussi dans une exposition en musée avec des modules ludiques sensoriels, des tables à toucher avec des moulages de crâne. On peut imaginer aussi des boîtes à odeurs, des boîtes à sons, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment faire le lien en fait avec les animaux vivants qu'on a d'un côté et puis du contenu ludique et pédagogique à rajouter pour justement eh bien, parler de la préservation de ces espèces, de ce qu'on peut faire au quotidien, des missions d'un parc zoologique et du coup de l'éducation à la conservation. Ok. Et est-ce que du coup, comme on est en plein dans l'environnement, la protection de la planète, la biodiversité, est-ce que faire de la muséographie et de la médiation dans un parc zoologique doit forcément être green dans les pratiques d'éco-conception, quoi? Au maximum en tout cas pour eh bien, bah, s'adapter et coller en fait à nos principes. C'est vrai que j'en parlais un petit peu, mais ici aux eaux de Bordeaux-Pessac, on a une nouvelle philosophie, surtout depuis l'année dernière. C'est vraiment une philosophie qui est tournée autour du bien-être. Bien-être des animaux, mais aussi bien-être des visiteurs, des visiteuses, de la planète et des salariés. Donc effectivement, ça, on va Mhm. essayer de le transmettre aussi, de transmettre ce message-là, les valeurs que nous, on véhicule, on veut aussi les véhiculer par ce qu'on montre et que les personnes, une fois qu'elles aient visité le parc zoologique, elles se disent ah bah tiens, j'ai envie de faire ça à mon tour, d'être acteur, actrice aussi de la protection de la biodiversité, de l'écologie de manière générale. Donc c'est vrai qu'il y a des manières de faire de la muséographie green, on va dire, en extérieur. Ça va être le choix des matériaux, voilà, qui va être à penser, la réutilisation beaucoup de ce qu'on a déjà, et la pérennité aussi dans le temps. Des... Oui, mais ça, c'est vrai que c'est difficile en termes de matériaux parfois d'être ultra vert sur des choses qui doivent être très pérennes. Mhm. Moi, je sais que par exemple, dans des milieux, comme je travaille dans des milieux insulaires où des choses doivent être adaptées à l'environnement salin, marin, humide, etc., parfois les solutions très vertes ne sont pas tout le temps les plus idéales. Exactement. Et puis, il faut toujours penser aux contraintes. Nous, on a quand même des contraintes d'être en extérieur, donc forcément, parfois des Oui, matériaux qui sont green vont pas correspondre au fait que ça doit bah voilà, être OK niveau intempéries, niveau dégradation. Mm. soleil, anti-tag, voilà, ouais, tout à fait. Ouais, et c'est vrai que c'est quand même assez compliqué encore d'être ultra vert à ce niveau-là. Mm. Pour la durabilité en tous les cas. Exactement. Et c'est vrai que bah là, je te parlais plutôt de muséographie qui pourrait se retrouver aussi dans des expositions. Mais en fait, le parc zoologique, c'est un terrain immense en fait. Au niveau des Mhm. propositions de pédagogie, il y a tout ce qui est visite guidée, les ateliers, la médiation volante ou la médiation postée. On peut imaginer les sacs à dos ou les mallettes pédagogiques. Certains parcs utilisent même les triporteurs pour se déplacer Ah, dans, d'accord. dans le parc. Nous, on crée pour chaque vacances scolaires un jeu de pistes qui soit adapté aussi.
On a le nourrissage des animaux qui est fait devant le public et qui est aussi un bon moyen de parler des animaux, des espèces et de leurs menaces. J'ai vu là dans certains parcs qu'il y avait même des silent parties qui étaient organisées. Mhm. Donc ça, D'accord. Donc ça consiste à quoi exactement? Eh ben, Dis-nous. c'est comme les silent parties, on va dire, classiques. Donc, c'est avoir un casque avec la musique, en fait, et puis déambuler dans le parc zoologique au milieu des animaux, tout en respectant leur bien-être, vu que la musique, en fait, Mhm. n'est que pour nous-mêmes. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était assez novateur. Puis, c'est assez drôle, quoi. Ça rejoint bien un peu le thème du podcast, croisière, évasion, de se dire qu'on amène aussi les silent parties au sein des parcs. Et dis-nous, avec tout ça, troisième question que je voulais te poser, qu'est-ce qu'on peut retenir pour le musée? Quelles inspirations pour le musée? Qu'est-ce que les zoos peut voilà, nous dire de faire autrement, nos pratiques d'expo dans les musées plus classiques qu'on connaît mieux ici? Du coup, ça serait vraiment l'inspiration du vivant. Essayer de mêler justement cette interaction que nous, on a au sein du parc avec les animaux, d'essayer de l'intégrer dans les expositions un peu plus classiques dans les musées. Donc un peu ce côté visuel et ce côté individuel vraiment, euh, qui est un ensemble en fait entre la pédagogie du musée et l'animal qu'on a. Donc ça va être, je sais pas, une approche combinée quoi. Peut-être imaginer des dispositifs audiovisuels qui nous permettent de voir l'animal ou en tout cas qui un peu plus ce côté recherche d'émotions et de liens avec ce qu'on voit qui peut être un peu plus compliqué avec des objets inertes ou des artefacts. Donc ça serait vraiment ça D'accord. pour moi l'inspiration. Ok, donc vraiment créer de la vie, créer du lien, qui pourrait donc inspirer le musée d'aujourd'hui. Tu trouves que du coup, il n'y a pas assez de lien et de vie dans les autres types de musées dans lesquels tu as travaillé? Bah, parfois ça manque en fait. En tout cas, moi le lien que je préfère quand je vais visiter des expositions dans des musées, ça va être le lien vivant en fait, le lien humain qu'on a Mhm. avec le médiateur, la médiatrice. Et c'est vrai que combiner cette approche humaine de la médiation avec une approche individuelle par les animaux vivants, c'est vraiment le combo gagnant, on va dire. On peut pas faire mieux en termes de pédagogie que d'associer ça. Donc c'est vrai que d'associer encore plus le côté vivant dans les expositions, pour moi, ça rajouterait un bonus, on va dire, au parcours visiteur et à l'expérience visiteur. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples comment on pourrait rendre plus vivant justement? Parce que dans un musée, on n'a pas l'animal. Donc Non. comment faisons-nous? Alors on l'a mort parfois, mais c'est vrai on l'a pas vivant. Je pense à tout ce qui va être dispositif interactif en fait. Le fait d'avoir une œuvre devant nous et d'avoir une tablette ou un dispositif qui juste à côté de l'œuvre, de l'artefact, nous permet de toucher quelque chose, d'avoir des informations en plus, quelque chose de coloré avec un design qui nous parle, avec des vidéos, du son, de la lumière et qui ferait vraiment le lien entre le côté vivant qui n'existe pas mais qui est apporté par ce module et le côté bah, objet inerte en fait. Donc ça Ok. pourrait passer voilà, par du contenu visuel, des mises en situation du comportement de certains animaux, ou enfin voilà, des choses un peu comme ça. Ok. Et en termes de bien-être, etc., parce que c'est vrai que le bien-être est vraiment une colonne vertébrale du lieu où tu travailles maintenant, est-ce que le traitement du bien-être dans ce lieu pourrait inspirer aussi les musées, toutes catégories? Bah, bien sûr, bien-être, en fait, un bien-être global, comme on le disait, donc qui peut être transposé en fait à tous les lieux de culture. C'est vrai que le zoo, parfois, on a une image un peu désuète, ou en tout cas, on le voit pas très fun, on va dire, alors qu'en fait, enfin, si on voit fun, le zoo, c'est fun, ça attire tout le monde, mais on le connaît peut-être pas assez bien. Et le fait de savoir qu'il y a du bien-être et qu'on peut inspirer aussi les visiteurs et d'autres structures, bah, c'est ultra fun en fait. Du coup, Mathilde, ce que je te propose pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, c'est de faire finalement un petit mémo de ce qu'on doit retenir sur la muséographie dans les zoos et parcs animaliers. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quels seraient tes points saillants?
Alors les 3 points pour moi, ça serait, effectivement qu'il y a une muséographie et une médiation assez classique qu'on peut retrouver dans tous les endroits et lieux, culturels, avec de la pédagogie volante, des jeux de pistes, des ateliers, des visites et cetera. Le deuxième point, ça serait que la muséographie dans ces lieux, elle est avec des contraintes ou en tout cas des points de vigilance qui sont, imposés par, notre lieu en lui-même. Même si c'est un terrain de jeu énorme, ce sont des lieux qui sont ni protégés ni couverts, donc il faut faire attention aux matériaux qu'on utilise et à leur durabilité. Le dernier point propre de muséographie dans les parcs, c'est la particularité de travailler avec des individus vivants qui amènent une porte d'entrée sur le discours pédagogique et la sensibilisation à la protection de la biodiversité. Oui, vraiment avec une proximité qui va se créer avec le visiteur, avec des contenus très incarnés finalement. Et c'est ça qu'on cherche quand même dans les lieux d'exposition plus classiques. De Exactement. l'identification, du lien, de la relation, de la rencontre, du partage. Et de l'émotion, effectivement. Et de l'émotion et du multisensoriel. Toujours. Toujours du multisensoriel. Ok, merci infiniment Mathilde de nous avoir fait voyager dans les parcs zoologiques très inspirants pour les musées et notre pratique d'exposition. Et est-ce que tu aurais une actualité à nous partager avant de se quitter ? Eh bien oui, je vous invite, pourquoi pas, découvrir le zoo de Bordeaux-Pessac avec les lions qui vont faire leur arrivée très vite au sein de notre parc et vous pourrez bien sûr découvrir l'espace pédagogique dédié aux félins qui sera aussi ouvert à ce moment-là. Donc venez découvrir la muséographie qui a été créée spécialement autour de ce thème. Oui, et sur laquelle tu es en train de plancher en ce moment. Ça planche dur. Donc c'est de l'actualité d'enregistrement et en plus de l'actualité 2024 qui va arriver. Voilà, avec plein d'idées inspirantes pour les pratiques d'exposition classiques, entre guillemets, qu'on peut trouver dans d'autres types de lieux culturels, musées plus, si on peut catégoriser les choses plus ainsi. Mais avec de la muséographie finalement partout. Exactement. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Donc j'ai hâte de vous proposer bientôt un nouvel épisode Évasion, qui a donc pour but de découvrir une nouvelle pratique, une nouvelle tendance, une nouvelle destination particulière qui nous évade et nous inspire en France et ailleurs, et puis peut-être qu'on ira faire un tour du côté des aquariums, qui se situent justement un peu dans la même catégorie que les parcs animaliers et les zoos qu'on a décryptés aujourd'hui avec toi Mathilde. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre et encore merci Mathilde pour ce partage très inspirant et qui nous arrive. Merci beaucoup Claire et à très vite. Si tu aimes J'ai l'œil du tigre, tu vas adorer te former avec moi. Je te propose des produits de e-learning, e-book et formation en ligne. Je dispose aussi d'un catalogue de formations en présentiel pour les professionnels du secteur autour de 4 grands thèmes: la démarche design, l'accessibilité, la stratégie et la médiation. Les liens sont en description de chaque épisode ou rendez-vous sur mon site web www.funnymuseum.com, page formation et page boutique dans le menu du site.